Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se penche sur les invasions mongoles avec pour but de conquérir le Japon. Invasion qui se déroule en 1274 et 1281 sous le règne de Kubilai Khan, qui règne de 1260 à 1294. Il envoie deux flottes depuis la Corée et la Chine. Dans les deux cas, les Japonais et les guerriers samouraïs en particulier défendent leur côte avec ardeur. Mais un coup du sort stoppe les invasions et sauve le Japon. Partons ensemble à la découverte des invasions mongoles du Japon. Au cours du XIIIe siècle, des hordes de Mongols balayèrent l'Asie et fondèrent un empire qui s'étendait de l'Europe orientale jusqu'en Corée. En 1260, après la chute de la Chine impériale aux mains des barbares, les Mongols dirigés par Kubilai Khan commencent à regarder plus loin vers l'est, en direction du Japon. Kubilai Khan est le petit-fils de Gengis Khan et le fondateur de la dynastie Han de Chine 1271-1368. Toutefois, les raisons pour lesquelles il souhaite y inclure le Japon demeurent obscures. Peut-être cherchait-il à conquérir le Japon pour ses ressources. Le pays était réputé depuis longtemps dans l'Extrême-Orient pour être une terre d'or, en fait relatée à l'ouest par le voyageur vénitien Marco Polo. Kubilai Khan souhaitait-il peut-être augmenter son prestige pour se rapprocher de Gengis Khan ou abolir le commerce entre cette nation et les autres nations du Sud, afin de les conquérir par la suite? La conquête du Japon aurait également apporté dans les mains du Khan une nouvelle armée bien équipée, dont il aurait pu faire bon usage contre les régions récalcitrantes à son pouvoir. Il est même possible que les invasions aient été une sorte de vengeance en réponse aux dégâts causés par les pirates japonais sur les côtes et aux navires de commerce de l'Extrême-Orient. Quelles qu'aient pu être ses raisons, son approche était limpide. La diplomatie d'abord, la guerre en second lieu. Le shogunat de Kamakura était à la tête du Japon depuis 1192 et le shogun Hojo Tokimune, règne de 1268 à 1284, était convaincu de sa capacité à repousser toute menace venant du continent d'Asie. Les troupes de la forteresse d'Aizfu et de la base militaire dans le nord-ouest de Kyushu, les endroits jugés les plus à risque pour mener une invasion, furent mis en alerte. Mais l'empereur du Japon et le shogun rejettent tous les deux l'approche diplomatique de Kubilai Khan. Le manque de subtilité dans la réponse des Japonais à l'ouverture du Khan venait peut-être de leur manque d'expérience dans les affaires internationales après une longue période d'isolation, ainsi que dans l'influence de leurs contacts principaux avec le continent, les Chinois et les moines bouddhistes en exil qui avaient une opinion très négative des Mongols. Kubilai Khan rassemble une flotte de 800 à 900 navires environ et l'envoie au Japon à partir de la Corée début novembre 1274. Les vaisseaux transportant une armée de 16 600 à 40 000 hommes constitués de Mongols ainsi que de conscrits chinois et coréens. Les premiers territoires japonais à faire face aux envahisseurs furent l'île de Tsushima et d'Iki, pillés le 5 et le 13 novembre respectivement. Les attaques mongoles rencontrèrent une forte résistance à Tsushima, où So Sekenuni était responsable de la défense. Mais les Mongols prennent le dessus grâce à leur supériorité numérique. Les forces défensives à Iki affichent le même courage, mais se voient obligées de livrer leur dernière bataille dans l'enceinte du château. Sans renfort, le château tombe aux mains des Mongols. Après une courte halte, la flotte des envahisseurs continue pour débarquer le 19 novembre dans la baie de Hakata. Les eaux peu profondes et protégées de la Grande Baie avaient suggéré aux Japonais que les commandants mongols choisiraient cet endroit exact pour débarquer. Mais ils avaient beau être préparés, leurs forces défensives étaient peu nombreuses, entre 4000 et 6000 hommes. Les Mongols remportent la première bataille grâce à leur nombre, leurs armes, le puissant arc à double corne et les explosifs tirés par des catapultes, ainsi que des stratégies de combat plus dynamiques avec une cavalerie disciplinée et compétente, qui répondait aux ordres transmis par des gongs et des tambours. Il avait encore d'autres armes efficaces comme des arbalètes performantes et des flèches empoisonnées. De plus, les Japonais préféraient laisser les guerriers choisir leurs cibles individuellement et n'étaient pas habitués aux combats nécessitant de nombreux mouvements de troupes. Les guerriers japonais opéraient plutôt en petits groupes dirigés par un samouraï archer à cheval, protégé par une poignée de soldats d'infanterie. Ils avaient un autre désavantage. Les Japonais avaient tendance à utiliser leurs boucliers uniquement en tant que mur protecteur contre les archers.
tandis que l'infanterie mongole et coréenne emportaient généralement leurs propres boucliers partout sur le champ de bataille. Les samouraïs avaient cependant certains avantages sur l'ennemi. Ils portaient des armures de plate et de cuir, seule la cavalerie lourde portait une armure parmi les Mongols, et leurs longues épées tranchantes étaient beaucoup plus efficaces que les épées courtes mongoles. Étrangement, 18 jours après leur débarquement sur les côtes japonaises, les envahisseurs ne s'avancent plus loin. C'était peut-être à cause des problèmes de ravitaillement ou de la mort du général mongol tué d'une flèche tirée par un samouraï. Il est aussi possible que cette invasion ne fût en réalité qu'une mission de reconnaissance pour une deuxième invasion plus conséquente à venir, et qu'aucune conquête en 1274 n'était en fait prévue. En tout cas, les envahisseurs se retirent dans la nuit du 20 novembre et restent en sécurité dans la baie. Cette décision scellera leur sort, car une tempête violente tua jusqu'au tiers de l'armée mongole et endommagea sérieusement la flotte. Les attaquants se voient obligés de se replier en Corée. Kubilai Khan reprend la diplomatie et dépêche un autre ambassadeur au Japon en 1275, demandant de nouveau un tribut. Cette fois, le shogun montre encore plus de mépris dans sa réponse et décapite l'ambassadeur mongol sur une plage près de Kamakura. Le Khan ne se laisse pas décourager et en dépêche un deuxième en 1279. Lorsque les messagers suivants rencontrèrent le même sort que leurs prédécesseurs, Kubilai Khan prend conscience que seule la force amènerait le Japon dans l'empire mongol. Cependant, Kubilai Khan avait les mains prises dans sa campagne en Chine du Sud, et il faudra attendre 2 ans avant qu'il ne tourne son attention une nouvelle fois sur le Japon. Pendant ce temps, les Japonais s'attendaient à une invasion imminente depuis 1274, et une période de forte appréhension creusa un trou dans la trésorerie du gouvernement. Outre les armées gardées en état d'alerte, on fait construire des fortifications et des murs imposants en pierre autour de la baie de Hakata en 1275. Ces murs faisaient environ 19 km de long et atteignaient par endroits 2,8 mètres de haut. La partie intérieure du mur était construite en pente dans l'intention d'y faire passer des archers à cheval, tandis que les côtés extérieurs étaient escarpés. Dans le cas d'une deuxième invasion, le Japon était bien plus préparé. La flotte de la seconde invasion de Kubilai Khan était beaucoup plus importante que la première. Elle comptait 4400 navires et environ 100 000 hommes, toujours composés d'un mélange de guerriers mongols, chinois et coréens. L'envahisseur attaque de nouveau Tsushima le 9 juin et Iki le 14 juin, avant de donner l'assaut sur la baie d'Akata le 23 juin 1281. Cependant, contrairement à la première invasion, ils séparent leurs forces en deux. Une des deux flottes attaqua Honshu et fut repoussée à Nagato. Pendant ce temps, à Hakata, les Japonais firent bon usage de leur défense et opposèrent une résistance farouche. Les remparts supportent l'assaut et les attaquants ne réussissent pas à s'établir définitivement sur la plage. Il y a eu donc de nombreux combats sur bateau. Finalement, et après de lourdes pertes, les Mongols se retirent d'abord sur les îles de Nchinga et Noki, puis sur l'île de Iki. Là, les navires japonais les harcèlent de raids constants. De nombreux récits basés sur cette époque relatent les hauts faits des samouraïs, qui verront le jour plus tard. Kubilai Khan envoie des renforts venant du sud de la Chine, estimés à 40 000 hommes supplémentaires. Certaines sources vont jusqu'à 100 000 hommes. Et les deux armées se rassemblent pour organiser une poussée combinée plus loin dans le territoire japonais, avec ici Hirado pour cible au début du mois d'août. Elle se dirige ensuite vers l'est et attaque Takashima, dont la bataille se déroule le 12 août. Les combats font rage durant plusieurs semaines et les envahisseurs rencontrent apparemment un manque de matériel. Ensuite, le climat se mêle au conflit et provoque des ravages pour la deuxième fois. Le 14 août, un typhon détruit la majorité de la flotte mongole, mettant en pièces les bateaux attachés ensemble pour se défendre des raids japonais et fracassant les navires hors de contrôle sur la côte. La tempête anéantit la moitié aux 2 tiers des forces mongoles. Des milliers d'hommes s'échouent sur la plage de la baie d'Imari et furent sommairement exécutés par les Japonais. Les navires restants retournent en Chine. Les vents qui avaient protégé les côtes japonaises en coulant ou en détruisant les navires mongols furent nommés kamikazes ou vents divins, parce que les Japonais y voyaient une réponse de Hashiman, le dieu Shinto de la guerre, à leur demande d'aide pour protéger leur pays contre un ennemi bien plus nombreux. Le nom de kamikaze sera réutilisé pour désigner les pilotes japonais effectuant des missions suicides lors de la Deuxième Guerre mondiale.
car eux aussi étaient considérés comme le dernier ressort pour préserver leur nation d'une nouvelle invasion étrangère, hein. Il semblerait aussi que les navires mongols n'étaient pas spécialement bien construits, et donc beaucoup moins aptes à naviguer que ce qu'ils auraient dû être. L'archéologie marine moderne a dévoilé que beaucoup de pieds de mât étaient particulièrement fragiles, ce qui était très dangereux en cas de tempête. Le manque de qualité dans les constructions serait dû à l'impatience de Kubilai Khan à rassembler sa flotte d'invasion, car un grand nombre de navires étaient construits sans quilles et ne convenaient pas du tout au voyage en mer. De plus, à cette époque, les bateaux chinois étaient en réalité réputés pour être résistants en mer, donc il semble que la commande d'une telle flotte à réaliser en laps de temps très court se révéla un pari trop risqué. Comme on l'a vu, malgré la puissance de l'Empire mongol, Kubilai Khan ne parvient pas à envahir le Japon, car ce ne sont pas les samouraïs qui parviennent à vaincre les Mongols, mais ce sont les typhons, qu'on appelle les kamikazes ou les vents divins, qui s'occuperont de faire couler et de noyer un grand nombre de vaisseaux et d'hommes, épargnant de cette manière le Japon de cette conquête de l'étranger. Cet épisode emblématique qui mélange intervention divine et héroïsme militaire obtiendra le statut de mythe dans la culture japonaise. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo en ma compagnie. Si vous voulez connaître mes autres vidéos, retrouvez-moi chaque matin à partir de 6h45 sur ma chaîne YouTube Tout sur l'Histoire avec Damien, mais également sur les réseaux sociaux, Twitter et Instagram, Histoire Damien. Et pensez à liker, commenter et vous abonner. Je vous remercie à tous.